roman historique de l'histoire, bonjour. Donc deuxième épisode pour Henri VIII, un roi d'Angleterre du XVIe siècle, un roi très particulier, très certainement pervers narcissique ou même paranoïaque. Hein. Et donc on va le redécouvrir un petit peu. Donc je vous ai lu des passages la dernière fois. Donc ce que je vous ai dit avant, c'est des termes d'aujourd'hui, hein, bien évidemment à l'époque on n'utilisait pas, mais c'est quelqu'un qui avait quand même des soucis psychologiques très certainement. Voilà, donc des tas de femmes, mais dont il a eu la particularité d'en tuer l'essentiel. Donc là c'est l'histoire de la dernière reine, hein, Catherine Parr, par une autrice anglaise à succès. Donc c'est leur domaine, hein, l'Angleterre. C'est un roi anglais, Henri VIII. Donc Philippa Gregory, hein, l'autrice, elle est l'autrice de nombreux succès de librairie et de plusieurs de ses romans historiques ont été adaptés à la télévision. Historienne reconnue de la condition des femmes, elle est diplômée de l'université du Sussex et a soutenu sa thèse de doctorat à l'université d'Édimbourg. Elle est docteur honoris causa de l'université de Teesside et est chargée de recherche auprès des universités du Sussex et de Cardiff. Retrouvez-la sur son site voilà, elle a un site internet, donc c'est intéressant d'aller voir. Donc ce roman, semble-t-il, date de 2015. Hein. Donc il y a eu des adaptations sur ses premiers romans, hein, notamment sur les relations de Henri VIII avec les deux sœurs Boleyn. Hein, et voilà, donc il veut que je meure. L'unique raison pour laquelle il m'accuse d'un crime passible de la peine de mort est qu'il veut me tuer. Et oui, Henri, qui a fait exécuter 2 de ses femmes et qui attendit que l'on lui annonce la mort de 2 autres, entend désormais me faire subir le même sort. À 31 ans, Catherine Parr est une jeune veuve et vit l'idylle parfaite avec Thomas Seymour. Mais lorsque Henri VIII, le souverain d'Angleterre, lui a conduit 4 de ses femmes au tombeau, l'invite à l'épouser, elle doit se résigner à un choix qui n'en est pas un. Brillante et indépendante d'esprit, elle est une cible toute désignée pour ses adversaires politiques qui l'accusent d'hérésie, crime puni par le bûcher et dont l'ordre d'exécution est signé par le roi. Catherine devra déjouer les pièges de la cour si elle veut un jour retrouver son amant. Voilà. Donc, parce qu'elle va se remarier après la mort du roi fou. Là, hein. Donc, page, je vais vous lire quelques passages, page 61, le mariage. Page 61. Page 61, le mariage. Une épidémie de peste s'abat sur Londres et le roi décrète que notre mariage sera confidentiel et intime, sans affluence de gens du commun susceptibles de nous contaminer. La cérémonie n'aura pas lieu en grande pompe à l'abbaye de Westminster, le vin ne coulera pas des fontaines, le peuple ne fera pas rôtir des bœufs à la broche et ne dansera pas dans les rues. Les gens sont censés prendre des remèdes et rester chez eux, et nul n'est autorisé à sortir de la ville où sévit la peste pour s'approcher du fleuve et des vertes prairies exemptes de contagion de la campagne qui environne Hampton Court. Mon 3e mariage sera célébré dans l'oratoire de la reine, pièce aux modestes dimensions, quoique magnifiquement décorée à 2 pas des appartements de la souveraine. Il me revient en mémoire que cette salle deviendra ma chapelle privée juste à côté de mon cabinet, et que je pourrai y méditer et y prier dans la solitude lorsque cela sera fini. Une fois que j'aurai dit oui au roi, cette même pièce, ainsi que toutes celles de l'aile de la reine, seront miennes, dévolues à mon usage unique. La chapelle est noire de monde. Les courtisans reculent en faisant traîner leurs pieds, tandis que, vêtu de ma nouvelle robe, j'entre et me dirige vers le roi. Il se dresse au-dessus de moi, telle une montagne, aussi large que grand. Devant l'autel, qui est un embrasement de lumière,
bougies de cire blanche dans des candélabres dorés à plusieurs branches, posés sur une nappe d'autel ornée de pierreries, pichets, coupes, ciboires, plats d'or et d'argent, et trônant au-dessus de tout le reste un grand crucifix doré, incrusté de diamants. Tous ces trésors pillés dans les plus grands établissements religieux du royaume ont pris discrètement le chemin des possessions royales, où, tels des offrandes païennes, ils brillent à présent de tout leur éclat sur l'autel, où ils éclipsent les pages de la Bible anglaise, saturent le dépouillement de l'oratoire, au point que l'endroit tient plus d'une salle du trésor que d'un lieu de culte. Ma main disparaît dans celle énorme et moite du monarque. Face à nous, l'évêque Stephen Gardiner tient le livre liturgique et fait la lecture des vœux de mariage, avec le débit régulier de celui qui a vu les reines se succéder et en a tranquillement profité pour améliorer sa propre situation. L'évêque était l'ami de mon deuxième mari, Lord Latimer, et partageait son opinion que les monastères devaient être en service de leur communauté, que l'Église devait rester inchangée, hormis son chef, que les richesses des chapelles et des abbayes n'auraient jamais dû être confisquées par des hommes cupides qui avaient fait peau neuve, et que le pays s'était appauvri en jetant prêtres et religieux à la rue et en démantelant les sanctuaires. La messe est tenue dans un anglais simple, mais l'oraison est prononcée en latin, comme si le roi et son évêque voulaient rappeler à tous que Dieu parle aux hommes en latin et que les pauvres et les ignorants, ainsi que la quasi-totalité des femmes, ne comprendront jamais ce qu'il leur dit. Derrière le roi, ses amis les plus proches sont regroupés en un attroupement qui sourit aux anges. Edward Seymour, le frère aîné de Thomas, qui ne sera jamais, que je scrute parfois ses yeux noirs à la recherche d'un air de famille avec l'homme que j'aime, le mari de Nan, William Hebert, qui se dresse à côté de Anthony Brown et de Thomas Henneage. Derrière moi se tiennent les dames de la cour. Les premières d'entre elles sont les filles du roi, Lady Mary et Lady Elizabeth, ainsi que sa nièce, Lady Margaret Douglas. Derrière ces trois-là viennent ma sœur Nan, Catherine Brandon et Jane Dudley. D'autres visages se mêlent. Il fait chaud et la pièce est surpeuplée. Le roi bugle son serment de mariage comme s'il était un héros proclamant un triomphe. J'énonce le mien clairement d'une voix posée, puis, lorsque j'ai terminé, il se tourne vers moi, son visage couvert de sueur et rayonnant. Il se penche au-dessus de moi, et voilà que, sous une cascade d'applaudissements, il embrasse la mariée. Voilà. Donc ensuite, la première nuit, page 71. Quelle horreur. Page 71. Une nuit avec Henri VIII. Sûrement plusieurs. Alors, la porte se referme derrière eux, et je reste à genoux, en silence, au pied de la couche. Voulez-vous vous approcher, lance-t-il d'un ton bourru. Je ne mords pas, venez au lit. Je disais mes prières. Souhaitez-vous que je prie à voix haute pour vous, votre majesté? Vous pouvez m'appeler Henri désormais, quand nous sommes seuls. J'interprète sa réponse comme un refus. Je soulève les couvertures, me glisse dessous, près de lui. Je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire, puisqu'il ne peut même pas rouler sur le côté sans aide. Il est certainement incapable de se jucher au-dessus de moi. Je m'étends donc à son côté, dans une immobilité parfaite, et j'entends qu'il me dise ce qu'il veut. « Vous allez devoir vous asseoir sur moi, déclare-t-il enfin, comme au terme d'une longue délibération. Vous n'êtes pas une jeune idiote, vous êtes une femme. Vous avez été mariée plus d'une fois et avez connu plus d'un lit. Vous savez comment vous y prendre, hein? C'est pire que ce que j'avais imaginé. Je relève l'ourlet de ma chemise de nuit et me rapproche à quatre pattes. Involontairement, l'image de Thomas Seymour, étendu nu, cambré, ses sourcils noirs projetant leur ombre sur ses joues, me reviennent en mémoire. J'imagine les ondes de plaisir et qui soulèvent les muscles fermes de son ventre sous ma caresse, tandis qu'il soulève brusquement le bassin.
Latimer n'était pas très bon amant, il faut croire, s'enquiert le roi. Ce n'était pas un homme doté d'une grande force, comme vous l'êtes, votre Henri. Et bien sûr, il était souffrant. Comme, comment faisait-il donc? Pour se soigner? Pour faire la chose? Comment s'y prenait-il pour coucher avec vous? Il s'y prenait très rarement. Le roi émet un grognement en signe d'approbation et je constate qu'il est émoustillé. L'idée d'être plus viril que mon précédent mari l'excite. Il dut en éprouver de la colère, suppose-t-il, non sans plaisir. Prendre une femme telle que vous pour épouse, ne pas être capable de l'honorer, il part d'un grand rire. Allez, poursuivit-il, vous êtes très belle, je suis impatient. Il me saisit par le poignet droit et m'attire vers lui. Obéissante, je m'agenouille et tente de me mettre à califourchon sur lui. Mais son bassin adipeux est si large que je n'y parviens pas. Alors il me fait accroupir sur lui comme s'il chevauchait un cheval énorme. Je m'oblige à afficher une expression imperturbable pour ne pas grimacer. Je ne dois pas trembler, je ne dois pas pleurer. Là, lance-t-il, excité par sa propre virilité. Vous la sentez? Pas mal pour un homme qui vient de passer la cinquantaine. Ce n'est pas le vieux Latimer qui vous aurait offert ça. Je murmure une vague réponse. Je me tire vers lui et s'efforce de pousser son bassin. Il est mou. Son pénis n'a presque pas de forme. Et voilà que le dégoût s'ajoute à ma gêne. Et voilà que le dégoût s'ajoute à ma gêne. Là, s'exclame-t-il de nouveau, mais d'un ton plus haut cette fois. Son visage devient encore plus rouge. L'effort constant à masquer contre lui avec ses grosses pattes et à tortiller ses énormes hanches de bas en haut le met en sueur. Je cache mon visage dans mes mains afin de ne pas le voir tandis qu'il s'active sur moi. Vous n'êtes pas timide, s'exclama-t-il avec force. Non, non. N'oublie pas que tu fais cela pour Dieu et ta famille, me dis-je. Je serai une bonne reine. Cela fait partie de mes devoirs, des devoirs qui sont l'effet d'une grâce de Dieu. Je prends le col de ma chemise de nuit dans mes mains et en défais le ruban. Lorsqu'il aperçoit mes seins nus, il les recouvre aussitôt de ses grosses mains et me pince les tétons. Enfin, il me pénètre et je prends ses poussées en moi, puis il étrangle un cri et retombe comme une pierre sur le matelas et ne bouge plus. Voilà. Horreur, malheur. Ensuite, page 164. La plaie du roi. Ça aussi, c'est pas mal. Vous allez voir. Vous allez entendre. Mon cher mari, souffrez-vous beaucoup? Lui demandai-je. Il hoche la tête. Ils ne peuvent rien faire, répondit-il rageusement. Ce sont des ignares. Le docteur Butts, qui s'entretient d'un air inquiet avec l'apothicaire, lève les yeux, s'attendant à devoir en faire les frais. Est-ce le même mal, l'ancienne plaie questionnai-je prudemment. Le roi acquiesce. Il dit qu'il faut peut-être devoir cautériser. Il me regarde comme si je pouvais le sauver. Je prie le ciel de m'épargner cela, ajoute-t-il. Cautériser la plaie signifie lui appliquer un fer chauffé au rouge, afin de griller littéralement l'infection. C'est une douleur atroce, pire que celle qui est infligée au voleur, que l'on marque d'un V. C'est une cruauté impitoyable pour un homme innocent. Assurément, cela ne serait pas nécessaire, demandai-je en m'adressant au docteur Butts. Il secoue la tête, il n'en sait rien. Si nous parvenons à drainer la plaie et à faire en sorte qu'elle ne se referme pas, alors le droit pourra se rétablir, expliqua-t-il. Nous avons toujours réussi à la nettoyer jusque-là et à ne pas la cautériser. Il n'entreprendrait pas une telle opération à la légère. Son cœur, il n'achève pas sa phrase, je suppose qu'il est sacrifié à l'idée de causer une telle commotion au grand corps rongé par l'infection d'Henri. Je prends la main de mon époux et sens ses doigts serrer les miens. Je n'ai peur de rien, déclare-t-il d'un ton de défi.
Je sais, répondis-je d'une voix rassurante, vous êtes naturellement courageux. Et tout cela n'est pas la cause de l'âge ni de l'infirmité, ce n'est pas une maladie. C'est une blessure contractée lors d'une joute. Est-ce bien cela? Voilà des années. Oui, oui, c'est bien cela. Un souvenir de jeu. J'étais jeune alors, et téméraire. Oh oui, téméraire, intrépide même. Et moi, je n'ai aucun doute que vous montrez de nouveau en scène d'ici un mois, toujours aussi téméraire et intrépide, promets-je, tout sourire. Il me fait approcher près de mon, tout plus près. Vous n'ignorez pas que je dois pouvoir monter à cheval. Je dois conduire mes hommes en France. Il faut que je me rétablisse. Je dois quitter le lit. Je suis sûr qu'il en sera ainsi, assurai-je, en mentant à bon compte. Je n'en suis pas du tout sûr. J'aperçois le drain d'où s'égoutte le pu immonde de sa blessure dans une cuvette posée par terre. La puanteur est pire que celle de la charogne. J'avise un grand bocal rempli de sangsues noires affamées qui rampe à une allure d'escargot contre la paroi de verre. Je considère la table couverte de flacons et de bouteilles, de pilons et de mortiers, ainsi que l'apothicaire qui mélange désespérément des onguents et les deux mines inquiètes des deux plus grands médecins du royaume. J'ai déjà soigné un mari mourant, et sa chambre ressemblait à celle-ci, mais Dieu sait que je n'ai jamais senti une telle puanteur. Ce sont des exclamations de chair, des exhalations de chair pourrissantes, comme dans un charnier. Asseyez-vous, m'ordonne le roi, asseyez-vous près de moi. Je revale mon égout, tandis qu'un page m'apporte une chaise. Henri était à présent installé sur un grand siège enfoncé. Un repose-pied sur sa jambe, malade, enveloppé de plusieurs draps, afin d'en contenir l'odeur. D'essayer de cacher que le roi d'Angleterre se décompose lentement. Voilà, ensuite, page 198, les dispositions du roi. 198. Les dispositions du roi. Nan entre au pas de charge dans ma pièce aux oiseaux, où je suis assise dans l'encorbellement de la fenêtre en compagnie d'un couple de canaris jaunes qui est perché sur ma main. Les volatiles picorent un petit morceau de pain, blanc que je tiens dans le creux de mon autre main. Je me délecte de leurs petits yeux vifs, de leur façon d'incliner la tête, du brillant de leurs couleurs, de la superposition intriquée de leurs plumes et de leurs minuscules serres rêches et chaudes. J'ai l'impression de tenir le miracle de la vie dans la paume de ma main. Chut, lançai-je, sans relever la tête. Tu ne connais pas la dernière, commence Nan dans une colère feutrée, pose ses oiseaux. Je lève le regard dans l'intention de lui injecter un refus, mais j'avise sa mine maussade. Derrière elle, Catherine Brandon est blême. À côté d'elle se tient Anne Seymour, l'air grave. Doucement, pour ne pas leur faire peur, je passe la main à l'intérieur de la jolie cage et les canaris sautent sur leur perchoir. Aussitôt, l'un d'entre eux commence à lisser ses plumes et les mettre en ordre. On dirait un grand ambassadeur rajustant ses atours autour d'un voyage, ses atours au retour d'un voyage diplomatique. De quoi s'agit-il? C'est au sujet de la nouvelle loi de succession, explique Nan. Le roi désigne ses héritiers avant d'entrer en guerre contre la France. Charles Brandon et Edward Seymour étaient avec lui lorsqu'il a pris conseil, et Rochester, ou celui-là, a assisté les juristes qui ont établi le projet du roi. Je le sais, répondis-je calmement. Il a discuté avec moi. T'a-t-il dit qu'il nomme tes héritiers à la succession du prince Edward? S'enquiert-elle. Je fais volte-face, et les petits oiseaux, effrayés par mon geste brusque, battent des ailes dans leur cage. Mes héritiers, répétai-je. Surveillons notre langage, suggère Anne Seymour, en jetant des regards inquiets à la droite et à gauche.
Elle craint peut-être que le perroquet n'aille rapporter à Gardiner toute parole passible de crime de haute trahison. Oui, bien sûr, acquiesçai-je. J'étais simplement surprise. Ainsi que tout autre héritier, ajoute Catherine Brandon, d'une voix très calme, le visage prudemment dénué d'expression, c'est le plus important, vraiment. D'autres héritiers, répétai-je, d'un éventuel prochaine reine. M'adressant à Nan, de préférence à Catherine ou à Anne, je demande, envisage-t-il d'avoir une autre épouse à l'avenir? Pas exactement, me rassure Anne Seymour. Il rédige seulement une loi de succession qui restera valide même s'il devait vous survivre. Disons, si vous veniez à mourir avant lui. Nan laisse échapper un petit bruit de gorge. Mourir de quoi? Elle est bien jeune pour être sa fille. Elle est assez jeune pour être sa fille. Il faut tout prévoir, insiste Anne Seymour. Supposez que vous ayez le malheur de tomber malade et de mourir. Catherine et Nan échangent un regard vide. À l'évidence, Henry a l'habitude de survivre à ses reines, et aucune d'entre elles n'a eu le temps de tomber malade. Il serait obligé de se remarier, encore une fois, pour avoir un fils, dans la mesure où il pourrait en avoir un, conclut Anne Seymour. Ce n'est pas du tout comme s'il en avait l'intention. Cela ne revient pas à dire qu'il y a quelqu'un d'autre en vue. Non, lança Nan, en montrant les crocs. Il n'en avait pas l'intention, mais quelqu'un lui a suggéré. Et à présent, il y songe. Et vos mariés étaient présents lorsque c'est arrivé. Et vos maris étaient présents lorsque c'est arrivé. Ce n'est peut-être qu'une formalité de la loi de succession, avance Catherine. Non, ce n'est pas une formalité, insiste Nan. Si elle devait mourir et qu'il se remariait et avait un fils, alors l'enfant hériterait de la couronne à la suite d'Edward, en vertu de sa naissance et de son sexe. Le roi n'a pas besoin d'y pourvoir. Si elle devait mourir, alors un nouveau mariage et un nouvel héritier entraînerait une nouvelle loi de succession. Il n'y a aucune nécessité d'y pourvoir actuellement. Le seul but est de vous préparer à l'éventualité d'un autre mariage. Donc elle était sur la sellette. Alors, page 572, accusé d'hérésie. 572. C'est un gros livre, hein, très agréable à lire, que j'ai enfin fini. Alors, lentement, je remonte ma chemise sur mes hanches. Froid le contact de la soie sur mes ongles, sur mes doigts. Elle s'enroule autour de ma taille, exposant presque complètement ma nudité, tandis que je suis toujours à quatre pattes sur le lit du roi. Il fouille sous les couvertures pendant un instant. Je me demande avec horreur si, excité par mon corps à demi nu, il n'est pas en train de se masturber et s'il n'a pas l'intention de me soumettre à pire abjection encore. Mais lorsque sa main réapparaît, il tient une courte cravache qu'il me montre et exhibe sous mon nez brûlant de honte. Vous voyez, s'enquiert-il à mi-voix, elle n'est pas plus grosse que mon petit doigt. Les lois du pays, mes lois, stipulent qu'un mari a le droit de battre sa femme si la verge n'est pas plus grosse que son doigt. Constatez-vous qu'il s'agit là d'une petite cravache effilée qu'il m'est licite d'utiliser sur vous. Sommes-nous bien d'accord? Votre Majesté, c'est la loi, Catherine. Tout comme la loi qui réprime l'hérésie ou celle qui punit la trahison. Comprenez-vous que je suis à la fois le législateur et celui qui fait appliquer la loi, que rien ne se passe en Angleterre sans mon assentiment. J'ai les jambes et les fesses glacées. Je penche la tête vers la couverture nauséabonde. Je comprends, répondis-je, avec difficulté. Il approche le fouet encore plus près, puis la fourre sous mes cheveux, sous mes yeux. « Regardez » s'exclame-t-il. Je relève la tête et obtempère. « Embrassez la badine » ordonne-t-il. Je ne peux réprimer un mouvement de recul. « Comment » ? Embrassez la verge, en signe de consentement à votre châtiment. Soyez une bonne fille, embrassez la verge qui vous punit.
Je l'observe d'un air ahuri et me demande brièvement si je peux lui obéir. Il me rend mon regard avec un calme olympien. Seule sa figure écarlate et sa respiration rapide révèlent son excitation. Il approche la cravache plus près encore de ma bouche. « Allez !» m'encourage-t-il. Je tends les lèvres, je place la tresse de cuir contre ma bouche, je l'embrasse. Il applique la partie la plus épaisse contre ma bouche. J'embrasse également. Il me présente son poing serré sur le manche de la cravache et j'embrasse aussi sa main replète. Puis, sans se répartir de son regard dur, il brandit la verge de cuir au-dessus de mes fesses et la bat de toutes ses forces. Je pousse un cri de douleur et cherche à me dérober. Mais il me tient fermement par le haut du bras et frappe de nouveau. Par 3 fois, le sifflement du fouet est suivi de l'horrible douleur qui succède à l'impact. Des larmes brûlantes me montent aux yeux, tandis qu'il me met de rechef la cravache sous le nez et me susurre. « Embrassez-la, Catherine, et dites que vous serez obéissante à l'avenir, ainsi qu'il s'y est une bonne épouse. » Voilà, du roi. Voilà. Enfin bon, il ne va pas survivre à Catherine Parr, hein. Donc par conséquent, elle pourra épouser l'homme qu'elle aime, etc. Donc c'est un très beau livre, je vous incite à l'acheter, à le lire. Donc ça existe en édition, donc ça c'est l'édition poche, hein. Mais c'est Hauteville, ça s'appelle, et c'est édition Hauteville. Voilà. Donc achetez-le, c'est très très agréable à lire. Voilà, voilà. Donc ça illustrait le règne d'Henri VIII. Donc je vous rappelle que je vais, donc là c'est samedi dimanche, hein, donc c'est 6 et 7 juin à Pontivy, hein, pour faire des dédicaces, signer, faire des signatures, discuter avec vous autour de ces livres, et puis leur suite, hein, parce que j'ai mis les suites ici, hein, les pochettes des livres suivants, ça c'est la Société des Altérés, c'est le numéro 3, le 4, hein, Joseph Stobinski, etc. Donc à Pontivy, hein, si vous êtes en Bretagne, et puis à bientôt pour une autre émission. À très bientôt.